Bien, merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, juste un petit mot d'introduction pour dire le plaisir que j'ai d'accueillir avec vous Pierre Philippe, directeur général des Vignerons de Buzet, qui va avoir l'occasion de se présenter et surtout essayer de vous faire partager euh, finalement une initiative qui nous paraît intéressante puisqu'elle rentre complètement dans le sujet d'une belle organisation collective qui s'est mise en place et d'un bon dialogue entre recherche et profession. On trouve modèle, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins, qui a valeur d'exemple, puisqu'elle est aussi ancrée dans le temps, puisqu'on a commencé cette collaboration il y a une quinzaine d'années maintenant. Et puis, vous allez comprendre que puisqu'il s'agit aussi de prospective, c'est une collaboration qui est engagée pour longtemps et pour bien donc quelques années encore, puisque on ne sortira pas de cette question des pesticides, on l'a vu, dans quelques mois seulement. Pierre, si tu veux, je te passe la parole pour que tu exprimes librement comment tu as vécu cette affaire et je reprendrai la parole ensuite. Bien, mais bonjour à toutes et à tous. Un salut particulier à mes voisins bordelais. Il m'a fallu venir jusqu'à Montpellier pour pouvoir proposer mes vins. C'est un classique. Donc, écoutez, oui, effectivement, pour se resituer dans le contexte d'une entreprise coopérative, effectivement pionnière sur cette préoccupation de la réduction des pesticides. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Oui, c'est bon. Donc effectivement pionnière sur ce sujet des pesticides. C'est parti d'un constat assez simple qui a servi de support finalement à notre intuition d'action, qui était de dire voilà, la viticulture représente on va dire 2,3% je crois des surfaces agricoles utiles, mais pour autant consomme entre 20 et 25% des pesticides chaque année. Donc, cette espèce d'épée de Damoclès, j'avais un peu le sentiment, il y a 15 ans, que j'étais un peu le seul à la ressentir au-dessus de ma tête. Et comme il se trouve, pour remettre en lien avec le propos pour lequel j'ai été invité à m'exprimer aujourd'hui, comme il se trouve que j'avais participé au début des années 2000 à un programme prospectif qui avait été fait par l'INRA à l'époque sur la filière vin. J'avais pu goûter à l'exercice de la prospective, me rendre compte combien ça pouvait être un modèle intéressant. J'étais, comme à peu près tous les chefs d'entreprise, harcelé par toutes sortes de consultants divers et variés, qui, comme on se le rappelait ce matin, pouvaient être soit très jeunes et très diplômés, soit très vieux, donc ayant échoué. À partir de là, je n'avais pas tellement envie de les écouter. Et donc l'exercice qui m'était proposé, donc non seulement de le faire avec des amis, mais en plus des gens dont j'estimais les compétences, et dans une approche intellectuelle totalement différente, qui avait différents intérêts, puisque l'entreprise que je reprenais en main à ce moment-là connaissait de nombreuses difficultés. Ouais, je passe pas les PowerPoint. En fait, je me demande pourquoi je les ai faits, enfin, pourquoi je vous les ai donnés. Et donc, connaissait de nombreuses difficultés. Elle avait été créée, donc, comme vous le voyez ici, en 53. J'arrive, moi, en juin 2005, elle est dans un état absolument catastrophique. Il n'y a plus de projet, surtout, et ça, c'est le principal quand même dans une entreprise. Et donc, l'idée, très vite, c'est de faire une sorte de bouturage-greffage sur la prospective INRA des années 2000 et de voir comment une entreprise, une organisation comme la nôtre, une coopérative, peut effectivement s'inscrire dans cette logique-là. Donc très vite, on a tout un corpus de scénarios qui se mettent en place, qui nous font émerger d'ailleurs des réflexions encore assez naissantes à l'époque autour de ce qu'on appelle à ce moment-là encore le développement durable et qui deviendra plus tard la RSE, dans l'esprit des gens en tout cas. Et donc voilà, on rentre dans ce schéma-là qui paraît assez naturel quand on est une coopérative, puisque par essence, on est une pure organisation mutuelle, et donc qui se veut contributive aussi à son territoire. Donc, très rapidement, pour faire la publicité de notre activité et surtout de ses particularités, on est une coopérative qui s'est créée, donc, comme vous l'avez vu, en 1953, avec comme premier propos et objectif que de vouloir créer l'appellation d'origine contrôlée. Donc, il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée sur ce territoire, et donc de fait, en conséquence, on se retrouve aujourd'hui avec une situation monopolistique sur ce territoire, donc c'est une particularité. Autre particularité, c'est que, comme vous le voyez, nous sommes en Aquitaine, mais on a aussi un tropisme plutôt vers l'Occitanie, puisqu'on est considéré dans les vins du Sud-Ouest. Donc, ça, c'était la deuxième particularité. Donc, appartenant à aucune interprofession, donc il nous fallait nous débrouiller par nous-mêmes.
Donc, dans un contexte compliqué, il m'a fallu trouver des solutions par moi-même. La démarche prospective a été une de ces solutions qui a été très vite relayée par l'entrée dans le processus ISO 26000 avec l'AFNOR. Et donc, voilà, depuis, nous déroulons une politique à 360 qui est reconnue quand même assez exemplaire en tout cas, puisque bien sûr, comme tout le monde, on est attaqué par les principes plutôt environnementaux, donc les problématiques, comme on l'a dit, liées aux pesticides, aujourd'hui aussi des problématiques liées à l'eau qui commencent à nous préoccuper, et comme vous le voyez, tout ce qui a trait à l'éco-conception aussi et à l'ancrage territorial. Donc pour aller très vite sur la politique de réduction des pesticides, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui nous a intéressés très tôt. Donc évidemment, on est arrivé très vite aux limites des connaissances et des outils possibles. Mais pour autant, une démarche très volontariste qui a obligé, littéralement obligé, hein, le mot est clair, au travers d'un cahier des charges extrêmement restrictif, un certain nombre de mesures, donc l'arrêt des traitements botrytis, comme vous le voyez, très vite l'arrêt des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et du Folpel. Voilà, donc toute une méthode qui aujourd'hui, bon, effectivement, nous a aussi quelque part amené ou obligé à nous tourner vers la recherche parce que très vite, faire sens, c'est une chose. En constater des fois les dégâts, ça peut en être une autre. Les faire assumer par un collectif, ça c'est aussi assez faisable. Mais il y a très vite, on se rend compte des plafonds. Donc il nous a fallu notamment, je vois cette liste là, on parle de confusion sexuelle par exemple. Sur la confusion sexuelle, ça a été l'objet de notre premier PSE, c'est-à-dire avant que notre actuel et futur président de la République s'exprime sur les PSE, on avait déjà créé ça, nous, à la coopérative des vignerons de Buzet, c'est-à-dire en fait tout simplement l'idée qu'on pouvait collectivement entamer une démarche, la financer par le collectif. Donc c'est une poignée de viticulteurs, les seuls concernés par ce type de démarche, hein, pour des questions de surface, etc., qui font que c'est pris en charge par le collectif en général. Voilà. Donc, un gros travail aussi autour de la biodiversité. Alors, c'est très frustrant, hein, parce que j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je vois que le chronomètre tourne et c'est un vrai stress, ce truc. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, bien évidemment, améliorer la qualité des sols venait très vite dans la foulée. Donc, ça a été d'abord par une politique d'engrais organique, mais depuis, on est quasi à totalité dans les principes de couverts végétaux. Voilà, moi, avant de... Donc, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que cette démarche-là, évidemment, elle s'est déployée grâce à un dispositif tout à fait particulier dans l'entreprise, c'est que nous disposons de 160 hectares qui sont gérés directement par la société coopérative. Et donc, ça me sert d'appartement témoin, pour parler rapidement. Ça me sert d'appartement témoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure thèse. Hein, vous disiez le travail des chercheurs, effectivement. Le travail des chercheurs est souvent parfaitement indigeste pour les praticiens que nous sommes et encore plus pour nos adhérents. Donc, mettre en œuvre, on a les outils parce qu'on a les compétences en interne avec des ingénieurs agro qui peuvent traduire ces travaux. Mais derrière, il faut pouvoir les montrer, en montrer la pertinence dans le fonctionnement. Et donc, on a dans un premier temps utilisé nos vignobles en gestion directe pour démontrer à la fois sur le plan économique et sur le plan technique la pertinence des décisions que nous prenions et que nous imposions ensuite au cahier des charges pour les voir se déployer sur la totalité de la coopérative, c'est-à-dire sur les presque 2000 hectares que nous représentons. Et depuis, parce que depuis on a avancé et que la volonté, notamment la volonté du président Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, était de faire de sa région une région emblématique sur le plan de la réduction des pesticides. Donc, nous avons été dans les avant-projets de ce qui est devenu le projet VitiRêve, qui s'appelait à l'époque simplement TIGA. Voilà, et parce que nous avions en fait aussi mis en place un vignoble expérimental. Donc là, c'était un scénario, alors le scénario du pire, un petit peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir que sur ces 17 hectares, on a vraiment fait un scénario très stressant qui consistait à dire demain,
nous n'aurons effectivement pas la possibilité d'irriguer nos vignes, comme certains languedociens le croient encore. Et moi, je suis dans la moyenne vallée de la Garonne, qui est assez peu connue pour ce plan-là, mais pour autant, vous regarderez désormais que nous sommes généralement en période végétative les plus froids le matin et les plus chauds en fin de journée, donc avec des amplitudes thermiques absolument délirantes, que nous avons beaucoup de paysans qui sont irrigants. Donc la ressource en eau va nous être interdite pour notre part. Donc il fallait envisager déjà cette situation-là. Bien sûr, la pression sociétale de la réduction des pesticides qui est l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Et au-delà de ça, bien évidemment, de mettre en place toutes les solutions d'un vignoble finalement auto-fertile, résilient, comme il se dit désormais, qui présente une quarantaine de modalités avec lesquelles nous avons différents partenariats, alors à la fois avec l'INRAE, mais aussi l'IFV, et puis des partenariats privés avec AgroSolutions et Ferme Leader du groupe InVivo. Voilà, donc tout un ensemble qui est financé bien sûr dans le cadre du projet VitiRev. Donc c'est open source. On s'est engagé aussi à ce que l'ensemble des travaux que nous faisons là, des résultats que nous espérons obtenir, soient effectivement à libre disposition. Donc il y a une quarantaine de modalités. C'est un exercice assez intéressant et je vois qu'il faut que je lâche le micro, sinon je vais me faire gronder. Je vous remercie. Merci Pierre. Voilà, on arrive sur les applaudissements. Donc, je vous remercie de me laisser 2 minutes sur les 15 pour... voilà, on a partagé en frères. Voilà. Mais simplement pour vous dire que ce qui est plus intéressant, c'est ce que raconte Pierre. Pour ceux qui veulent entendre parler de la prospective, que je pourrais en parler en 2 heures ou en 2 jours, on aura l'occasion d'en parler. Ce qui était intéressant dans tout ça, je pense que c'est effectivement, au départ, il y avait une exigence d'un plan stratégique pour l'entreprise qui en avait besoin, et en même temps une méthodologie qui était encore au stade de la recherche, puisqu'il s'agissait de passer d'une prospective macro qu'on avait réalisée avec l'INRA pour la filière française à une stratégie micro. Donc, vous voyez, c'était quand même deux gaps à franchir. Et on a finalement utilisé, et Pierre et la coopérative des vignerons de Buzet s'est laissé faire pour nous aider à constituer un terrain de recherche intéressant. Et manifestement, elle était plutôt contente parce qu'elle a prolongé, nous a emmené de 2006 à 2010. Et ce que je voulais vous dire là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a effectivement réussi à éclairer l'avenir. On a réussi à s'adosser à ce travail de recherche et surtout en associant toutes les composantes. On est, vous le savez, dans la recherche, toujours face à ce problème terrible de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité, et la prospective, on sait que ça constitue un élément intéressant pour outiller l'interdisciplinarité. Et ce qu'on a trouvé aussi dans une entreprise comme le Vigneron de Buzet, mais c'est vrai dans toutes les entreprises, il y a une façon aussi de travailler l'interdisciplinarité, ce qui est aussi un problème dans les entreprises. Parce que faire travailler l'œnologue avec le directeur commercial ou le directeur marketing, ce n'est pas une évidence. Et la prospective a permis de faire ça. Donc, je vais passer très vite sur juste quelques diapos pour vous dire que, bien sûr, comme dans toute prospective, on a fait des scénarios, mais au fond, ce qui est intéressant, c'est la dimension environnementale qui place aujourd'hui Buzet dans une position un peu de leader et dans une position un peu de précurseur. Finalement, ce n'est pas sorti directement des scénarios. Donc, il ne faut pas croire qu'il suffit de faire des scénarios comme ça en 5 minutes, avec des hypothèses, et tout d'un coup, il y a des choses géniales qui sortent. Il a fallu, franchement, triturer. On a fait 12 séminaires pendant 3 ans, on a trituré dans tous les sens, on a joué de l'accordéon, comme on dit parfois, on a ouvert les hypothèses, on a refermé, on a recroisé, et pour aboutir à des trucs un peu sioux, etc. Voilà. Et c'est au niveau des enjeux pour l'entreprise, quand on a analysé entre chercheurs et hommes d'entreprise, c'est-à-dire les vignerons de son conseil d'administration, plus le staff, qu'on a fait émerger, là, ce que j'ai entouré, là, des réponses aux normes environnementales, des produits propres au sens de la GD, connaissance des attentes du consommateur en termes d'environnement, des choses qui n'étaient pas complètement dans l'air du temps en 2006, 2007, 2008. Et donc, tout ça pour vous dire, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de façon interdisciplinaire à croiser non seulement d'une façon qui était un peu inattendue, ces items qui ont trait à l'environnement, qui sont devenus absolument classiques aujourd'hui, mais en même temps de les faire croiser avec des choses qui étaient un peu du martien pour certains de ces personnels, parce que les ingénieurs agronomes avaient une claire conscience qu'il fallait produire propre et puis essayer d'avoir des sols en bon état. Mais de croiser ça avec les problématiques de trade marketing, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire, de prescripteurs, tout ça, faire parler les commerciaux, comme je le disais, avec les œnologues et les ingénieurs agro, ça c'était intéressant. Et finalement, voilà comment, en 2010, et les coopérateurs aussi, bien sûr. Et
Et voilà comment, en 2010, sont apparus parmi les 3 grandes priorités, l'empathie avec la GD, l'excellence industrielle et l'adaptation à l'exigence environnementale, dans ce dossier environnement, avec produire propre au sens de la GD, réponse aux normes environnementales en termes de différenciation, c'est-à-dire faire rémunérer aussi cette différenciation, les outils respect de l'environnement, tout ça, voilà, pour vous dire que c'est une démarche complexe qui relevait de la recherche, mais qui n'a pas été inutile, puisque aujourd'hui, bah, ils ne s'en plaignent pas. C'est une vraie démarche d'anticipation, c'est un exercice minutieux et c'est comme ça que ça porte ses fruits. Ça permet de faire émerger des enjeux clés pour la stratégie d'entreprise. Et puis, surtout, c'est tout, ça on se le disait encore ce matin, c'est jamais perdant en termes de team building, de management d'entreprise. Les gens qui ont participé à ça il y a 15 ans, bah, ils s'en souviennent encore. Et puis, ça soude, ça permet de faciliter le dialogue. Juste pour vous dire que on va retrouver, bien sûr, non seulement Buzet, mais les travaux de prospective et leur capacité à manier l'interdisciplinarité, comme on les a retrouvés dans le projet La Cave, sur le changement climatique ces 10 dernières années, et qui a conduit d'ailleurs au passage à créer le plan stratégique, en tout cas la stratégie de la filière face au changement climatique, a été bâtie aussi sur une telle démarche prospective, transformée en prospective stratégique, puis en stratégie pour la filière. Eh bien, on ambitionne à peu près la même chose pour le projet Vitae, d'ailleurs, dans lequel on a bien sûr à fédérer, on le redira tout à l'heure sans doute, des équipes de chercheurs, mais en même temps aussi à associer des entreprises comme Moët et Chandon, et puis comme les vignerons de Buzet. Donc, on n'a pas fini de travailler avec eux. Voilà, désolé d'avoir peut-être un petit peu dépassé, mais merci de votre attention. Alors, je crois qu'on commence la séance de questions-réponses et on est les premiers sur ce coup-ci. Vous l'avez compris, on a le temps pour 2 questions. Les autres vont être envoyées sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a 2 mains qui se lèvent, je peux passer le micro. Oui, merci Yann. Bonjour Éric Girohéro, INRAE ISVV à Bordeaux. Bonjour Pierre et bonjour Hervé. Vous pouvez pas parler un peu plus fort? Oui, je peux parler plus fort. Donc bonjour Hervé et bonjour Pierre à distance, puisque je suis à Bordeaux. Éric Girohéro, INRAE ISVV. J'ai une question à poser à Pierre par rapport à sa présentation. Et par rapport au défi qui est posé pour cette journée, qui est l'organisation collective. Il me semble que Pierre, mais il va peut-être me démentir, bénéficie en fait d'une situation très très particulière, puisque c'est effectivement, Buzet, on peut dire que c'est une entreprise qui est très en avant, et même peut-être la première du point de vue de l'élimination des pesticides, enfin de la réduction des pesticides, la RSE, etc., dans le secteur vitivinicole. Mais qu'elle bénéficie d'une situation très particulière dans le sens où Buzet, c'est presque 100% ou 96% de l'AOC. C'est à la fois une coopérative avec un directeur qui est présent ici, qui contrôle bien sa coopérative et qui a des initiatives par rapport à sa coopérative, mais en même temps, il est plus ou moins responsable du syndicat d'appellation d'origine, puisque de toute façon, c'est 96% de l'appellation d'origine. Il fait aussi en même temps l'interprofession. Et donc, en fait, l'organisation collective de Buzet, peut-être que Buzet bénéficie justement de ce regroupement des pouvoirs. C'est ça que je veux dire. Et la question que je voudrais poser à Pierre, c'est qu'est-ce qu'il pense de l'organisation collective de la filière vitivinicole, qui est alors, pour le coup, très éclaté. En général, les syndicats d'AOC, c'est pas du tout pareil que les coopératives, c'est pas du tout pareil que les interprofessions. Et il y a des conflits, je dirais, entre ces organisations collectives qui sont même très différentes d'une région viticole à l'autre. Et alors, la question que je voudrais poser à Pierre, c'est s'il confirme le fait qu'il est très avantagé par cette organisation dont il bénéficie, mais qu'est-ce qu'il pense du système d'organisation français, voire européen, de la viticulture pour arriver à ces objectifs de réduction des pesticides? Bon, merci Eric pour ta question. Il y a une question qui appelle une réponse rapide. Alors, oui, pardon. Oui, effectivement, non, mais évidemment que je profite de la situation à titre personnel d'être à l'écart de ces enjeux politiques que représentent généralement et ces jeux de pouvoir que représentent les interprofessions. Et donc, à partir de là, je vous ai répondu. C'est-à-dire que très clairement, je ne suis pas très confiant effectivement dans la capacité collective, notamment dans notre pays France, à faire en sorte d'abaisser ses égos pour non plus être égocentré, mais un peu plus écocentré, histoire de faire un jeu de mots.
Bonjour, Renaud Viguier, je suis formé à Supagro. La question seule m'intéresse et je voulais savoir si vous avez des actions collectives en sens de moyens sur les évolutions de gestion du sol. Ah, la question sol, pardon, oui, je n'avais pas entendu, excusez-moi. Oui, alors c'est un sujet, vous l'avez vu, qui fait partie de nos préoccupations. Les moyens, on essaye aujourd'hui, pour vous dire, même de réunir avec nos amis de l'INRAE de Bordeaux un collectif autour de cette problématique-là, avec un focus particulier en lien avec l'arbre, puisque on aimerait, on a, vous l'avez vu, beaucoup travaillé sur les couverts végétaux, et en fait, on aimerait aussi réfléchir un petit peu plus sur les interactions en termes d'agroforesterie. Et donc, et là, il y a assez peu de connaissances, en tout cas sur le plan viticole, semble-t-il, et notamment dans ce que la collaboration avec l'arbre pourrait permettre en termes de nutrition et d'alimentation en eau, voilà, à travers tout ce qui est les réseaux mycorhiziens, etc. Donc, on est sur une réflexion d'un projet qui va se déposer, qui aura un autre nom, alors encore un de ces acronymes très INRAE, qui devrait être TETRAE. Donc, et donc ça, c'est effectivement un sujet, parce qu'effectivement, on a assez peu de ressources aujourd'hui sur ces problématiques, sur ces sujets-là. Pour être tout à fait clair et transparent, j'ai surtout avancé avec des gourous, donc qui m'ont éveillé, mais dont j'ai vite vu la limite, par ne serait-ce que la récurrence de leur discours. Et effectivement, on est plus sur des faits d'observation qui nous sont propres, mais on a assez peu de soutien sur le plan scientifique. Et donc, quand le groupe de Bordeaux nous a contactés sur ce propos-là, on a évidemment sauté sur l'occasion. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non. Non, non. Ok. Est-ce qu'à Beaune, vous avez des questions? Parce que tout à l'heure, on vous avait perdu, mais il semble que maintenant, vous oui. Alors, on vous a récupéré, mais je ne vous cache pas qu'avec les différentes coupures qu'on a eues, ça n'a pas été très très simple de suivre les interventions. Marielle, est-ce qu'on a des... Non, on n'a pas de... Est-ce qu'il y a une question? Alors, je vais en poser une, en espérant que la réponse n'a pas été donnée au moment où ça a été coupé. Dès lors que vous aviez donc défini votre stratégie d'évolution globale pour passer justement sur une production viticole différente finalement, quelles ont été les difficultés d'accompagnement, on va dire, de bonne volonté pour la mener à bien? Alors, on revient un peu sur la question d'Éric, finalement. C'est que moi, je dirige une coopérative qui allait mal. Donc, comme elle allait mal, ses adhérents étaient prêts à écouter toute proposition pour effectivement sortir de cette impasse. Quand vous avez ce genre de sujet sur la table, effectivement, vous devez faire changer les habitudes aux gens. C'est jamais quelque chose de très simple. Pour cela, vous avez différents outils. Bien sûr, il y avait l'outil d'information, et notamment de l'outil d'information par la peur. C'est-à-dire, si vous ne faites pas évoluer vos pratiques très vite, vous l'avez vu dans les scénarios prospectifs aperçus peut-être dans les scénarios prospectifs que décrivait Hervé. Si vous ne faites pas le nécessaire, nous serons vite, le license to operate risquait de nous passer sous le nez. Donc, c'était la première crainte, que la grande distribution, qui est un de nos principaux donneurs d'ordre, nous bannit. Donc ça, c'était cette peur-là. Ensuite, l'argent. J'ai effectivement fait des paiements différenciés pour favoriser ceux qui avaient une démarche de pionnier en acceptant un cahier des charges un petit peu plus, entre guillemets, difficile, en tout cas dans les premiers temps. Et puis ensuite, par le fait de l'observation de ce qui se faisait chez le voisin, et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre vignoble en propre aussi, finalement, ça finissait par capillarité, par se mettre en place. Donc ça a été les 2 premiers leviers. Donc bien évidemment, on en a connu vite les limites. Aujourd'hui, on est en train d'explorer 2 autres leviers, qui sont le levier de la fierté. La fierté d'avoir une démarche nouvelle et sur lequel, effectivement,
les gens s'expriment beaucoup aujourd'hui. Il y a une vraie pression sociétale sur la réduction des pesticides. Ça, c'était pas aussi évident en 2007 qu'aujourd'hui, quand même. On en parlait moins, en tout cas. Aujourd'hui, c'est clair. Donc, comme l'actualité nous a rejoints, eh bien évidemment, le levier de dire on est dans les pionniers pour avoir fait ça est plutôt un élément de dynamisation. Ne restait pas grand-chose, sinon un essai que nous sommes en train de faire dans le cadre de Viti-Rêve aussi, qui est alors là le levier assurantiel, avec l'idée qu'on pourrait accompagner le changement avec ce scénario qui est quand même assez difficile à accepter. Hein. On passe d'une agriculture plutôt sécurisée avec un rendement garanti à un scénario où le rendement est moins garanti, etc. Et donc le revenu ne l'est pas forcément non plus, même si pour une partie de ceux qui sont passés en bio, ils voient leur revenu abonder, mais enfin bon, c'est quand même pas non plus complètement évident. Donc c'est vraiment de changer de paradigme générationnel. À l'échelle générationnelle, c'est pas évident non plus, parce que très souvent, les jeunes viticulteurs qui continuent d'habiter chez papa et maman le soir à la soupe, ils se font entendre dire que ce qu'ils font, c'est des conneries. Donc vous êtes obligé de les rattraper ensuite derrière. Là, c'est du vécu. Voilà. Donc il reste pas grand-chose. Après, dans les autres leviers, il y aurait bien l'amour, mais j'ai pas assez d'amour à donner à tout le monde. Donc voilà. Donc je vais en rester là pour l'instant. Merci. Donc, c'est l'amour du Merci timing bien. respecté. Voilà.